Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après la pause estivale et bienvenue dans ce premier numéro de Politique et Éco de la saison 2025-2026. Alors, au programme, la France avance encore et toujours vers une mise sous tutelle du FMI. Le Premier ministre François Bayrou a tiré la sonnette d'alarme face au risque de surendettement. Dans son discours du 25 août, il a aussi annoncé qu'il engagera la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale le 8 septembre, 2 jours avant le Conseil de défense du président Macron sur la dite guerre informationnelle et la grande mobilisation baptisée Bloquons tout. Et enfin, nous évoquerons l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne qui réglemente les droits de douane sur nos exportations, dont la plupart sont déjà taxés à hauteur de 15%. Pour en parler, pour évoquer tous ces sujets-là, nous recevons Philippe Béchade. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe, vous êtes rédacteur en chef de la chronique Agora et de la lettre des affranchis. Alors Philippe, avec le retour de l'inflation, on l'a vu, ça a augmenté en juillet sur les prix à la consommation, des exportations vers les États-Unis désormais à 15% et une nouvelle crise politique en approche. Est-ce que notre mise sous tutelle du FMI est la prochaine étape ? Alors c'est un élément de langage qui a été dégainé par de nombreux membres du gouvernement, dont Éric Lombard, qui d'ailleurs a fait machine arrière dans la journée. On a dû lui expliquer que c'était pas trop crédible. Mais c'est pas une hypothèse qu'on peut exclure absolument. Il y a des tas de scénarios qu'on va peut-être évoquer, du plus bénin jusqu'au plus sévère. Et au plus sévère, l'hypothèse du FMI, c'est quelque chose qui pourrait survenir si tout tournait mal. Je ne sais pas quels sont les plans de M. Macron, mais jusqu'à présent, on s'aperçoit que tout semble orchestré pour qu'on aille vers une sorte de chaos politique ou de grande incertitude. Et les marchés financiers et les créanciers, ils n'ont pas du tout peur d'une dette de 3 300, 3 400, 3 500 milliards en France. Il y a 37 300 milliards aux États-Unis. Il y a 240% de dette sur PIB au Japon. Ça ne fait pas peur aux créanciers, ça. Ce qui leur fait peur, c'est l'incertitude. C'est pour ça que, a priori, il n'y a aucune raison qu'avec notre niveau d'endettement, on soit un jour mis sous tutelle, mais l'incertitude politique qui, là, est un facteur qu'on ne retrouve ni aux États-Unis, ni en Italie, nulle part, plus endetté que nous, ni au Japon. C'est ça le vrai danger. C'est pas du tout l'endettement tel qu'on nous le décrit. Qu'est-ce qui pourrait déclencher, Philippe Béchade, une mise sous tutelle alors de la France ? Une sorte de chaos multifactoriel. Alors, une France ingouvernable. C'est le cas ? Oui, ça sera probablement le cas. Des investissements qui sont reportés parce qu'on ne sait pas où on va. Je suis un Chinois, je suis un Américain, je me dis la France c'est un beau pays, j'ai envie d'investir, mais bon là, manifestement, j'ai envie quand même de savoir où je mets mon argent. Donc ça ralentit l'économie, les recettes fiscales évidemment sont pas au rendez-vous parce que les hypothèses sur lesquelles on a bâti les budgets sont fausses. D'ailleurs, elles sont fausses depuis 2023-2024. À chaque fois d'ailleurs, on a passé le PLF à coup de 49 sur des hypothèses totalement fallacieuses. Et je dirais qu'à un moment, il faudrait que ceux qui ont émis ces hypothèses en répondent, parce que ce sont de vrais mensonges. Et on a menti aux créanciers. Alors, ils ne sont pas naïfs, ils savaient bien qu'on leur mentait. Mais ils savent bien qu'on a un outil de récupération de l'argent formidable en France. La seule chose qui fonctionne, c'est le fisc. Et quand on voit aussi la façon dont on matraque les automobilistes, on voit que là, il y a aussi un appareil de prélèvement, de ponction. Une mécanique de précision. Une mécanique de précision parfaitement huilée. Donc, pour les créanciers, ils savent qu'en France, il y a moyen encore une classe moyenne d'aller sur laquelle chercher on peut taper de l'argent par mille artifices. Donc, là où les créanciers commenceraient à avoir peur, c'est si les gens commençaient à manifester leur non-consentement à l'impôt
aux raquettes fiscales, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et nous en sommes là, c'est du quasiment raquette fiscale, et si jamais le pays était bloqué, ne fonctionnant plus, avec des mouvements de grève, et puis on peut tout imaginer après, toutes les dérives possibles qu'on n'a pas connues, hein. Heureusement, depuis peut-être maintenant une trentaine d'années. Les dernières grandes manifestations remontent à 1995 en France, hein. On a eu les Gilets jaunes quand même récemment. Oui, mais on n'a jamais vu des millions de gens dans la rue. Hein, puis les Gilets jaunes ont été férocement réprimés, hein, comme dans un pays qu'on qualifierait de très autoritaire. Hein, voilà. Alors Philippe Béchade, vous me disiez en préparant cette émission qu'une mise sous tutelle de la France serait comme une sorte de Graal pour Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce que vous entendiez par là ? Alors il y a évidemment un petit côté provocateur dans cette affirmation, mais quand on dissèque l'action d'Emmanuel Macron, donc il faut rappeler qu'il a été nommé ministre de l'économie le 26 août 2014. Il a été ministre de l'économie jusqu'au mi-août 2016. Puis ensuite, il est devenu président. Et c'était donc le décideur en dernier ressort de 2017 à 2025. Quand on voit son œuvre et quand on voit la progression de l'endettement de la France, c'est plus de 50% qui sont, on va le dire, vraiment administrés. Macron était décideur de 2014 à 2016 en tant que ministre de l'économie, puis de nouveau 2017 à 2025, parce que pendant que M. Le Maire écrivait des bouquins un petit peu érotiques, il fallait bien que quelqu'un prenne les décisions. On sait bien que c'était Emmanuel Macron. Donc cette dette qui a augmenté de plus de 50% depuis 2014, il en est à 95%. Le responsable, le chef d'orchestre. Donc c'est difficile de dire aujourd'hui l'endettement nous met dans... C'était le Covid, c'était la guerre avec la Russie. Il peut trouver des excuses. Hein. Rappelez aussi que cette année, le remboursement de la dette, c'est 66 milliards d'euros pour les Français. Hein. Oui, mais François Bayrou, d'ailleurs, a même cité à un moment les subprimes. Plus, on allait remonter à la grande sécheresse de 1976. Non, mais c'est fantastique. C'est jamais la faute du gouvernement. Ce sont jamais des décisions stratégiques foireuses. Hein. Rappelez-vous que M. Macron, en 2017, est élu et annonce qu'on va fermer des centrales nucléaires. Alors bien sûr, EDF entend le message, et toutes les centrales qui nécessitaient des remises à niveau, on s'est dit, c'est pas la peine de faire des frais, puisque de toute façon, on va en arrêter une dizaine à l'horizon 2035. Laissons l'outil nucléaire mourir de sa belle mort. Très mauvaise décision stratégique. Ensuite, il y a la facturation de l'électricité sur la base du prix du gaz, ce qui est une aberration totale. Nous sommes sur un mix nucléaire hydroélectrique. Et ensuite, derrière, on va investir des centaines de milliards dans des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Aucun kilowatt produit par ces éoliennes n'est nécessaire. Si l'outil nucléaire est opérationnel à 75% sur 54 réacteurs, puisqu'il y a les deux de Fessenheim qui ont été fermés, mais pour faire plaisir aux Allemands. On en avait, et aux écolos, on en avait 56. Avec 56 réacteurs fonctionnant à 60 ou 65% de leur capacité, on était déjà exportateurs vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers le Royaume-Uni. À 75% de capacité, on en envoyait aussi en Espagne, en Italie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'une seule éolienne, pas une. Et on en a maintenant des milliers. Mais quand vous dites, Philippe Béchade, qui sont non que pilotables, cette mise sous tutelle de la France par le FMI serait le Graal d'Emmanuel Macron, vous pensez vraiment que c'est son objectif de mettre la France entre les griffes du FMI ? Je pense que l'objectif d'Emmanuel Macron est d'être le chef d'orchestre ou l'artisan de l'avènement d'une Europe euro-fédérale. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Mario Draghi a fait des déclarations dans ce sens fin août.
Pour lui, effectivement, si l'Europe ne fonctionne pas, c'est qu'il faut plus d'Europe. Toujours pareil. Quand le remède ne fonctionne pas, c'est qu'il faut doubler la dose. Malgré tous les effets secondaires absolument négatifs que l'on cache, évidemment, qu'on n'évoque jamais. Donc, pour que la France se fonde, devienne une espèce de lander ou de région ou d'État comme le Canada ou les États-Unis, il faut que finalement la France ait perdu toute souveraineté dans tous les domaines. Donc la souveraineté monétaire, on a décidé de l'abandonner avec l'euro. La souveraineté diplomatique, on l'a abandonné avec Nicolas Sarkozy et la réintégration de la France dans le commandement de l'OTAN. On n'a plus d'autonomie diplomatique. L'autonomie militaire, maintenant, on voit qu'on est soumis aux directives de l'OTAN. La souveraineté législative, on la perd complètement avec Bruxelles et avec 80% maintenant des lois votées à l'Assemblée qui sont des déclinaisons des décrets et autres directives, normes descendant du ciel comme de la grêle depuis Bruxelles. Donc la France ne représente déjà pratiquement plus rien. Et notre industrie, dès que M. Macron est arrivé aux affaires comme ministre de l'économie en 2014, le nombre d'entreprises françaises vendues à l'étranger, alors elle a augmenté, je crois, de 38% entre 2013 et 2014, en passant de Montebourg à Macron. Mais ce n'est pas seulement 38%, c'est que la taille des entreprises qui ont été cédées aux étrangers, principalement États-Unis et Chine, on a fait un saut énorme. C'est-à-dire qu'on est passé peut-être de grosses PME faisant peut-être 2-3 milliards de chiffre d'affaires par an, on est passé à des entreprises qui en faisaient des dizaines. Les exemples sont nombreux, on les connaît. Alstom, Nokia, une filiale générique de Sanofi, je pourrais faire la liste. Technip, Lafarge, etc. Voilà. Donc, d'un seul coup, la France a commencé à se vider de sa substance. Et de nombreuses entreprises cédées, c'était également des brevets qui sont tombés entre les mains des Américains, des Chinois... TGV, oui. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à être copié. Donc on a perdu, en plus de ça, cette exclusivité qu'on détenait. Et M. Macron en est le véritable artisan. C'est lui qui a permis et supervisé la cession de nombreuses entreprises. Et dans certains cas, et comme Alstom notamment, cette cession qui n'était pas du tout problématique, puisqu'au contraire, elle était quasiment pilotée depuis Bercy. Ça donnait lieu à des versements de commissions. Alors, versement de commission, c'est quand une opération est compliquée, il faut évidemment mettre de l'huile dans les rouages. Alors, on verse des commissions et le coût de la transaction, ça peut monter à 4-5%. Quand c'est un truc qui est déjà validé, généralement, c'est 2%. Surtout quand c'est des milliards, on baisse un petit peu. Là, dans le cas d'Alstom, les commissions sont inexplicables. Par contre, les gens commissionnés... Il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps en ayant dénoncé tous ces... Voilà, Éric Dénessé ou Olivier Marleix. Et donc, les commissionnements sont incompréhensibles. Sauf qu'après ça, on s'aperçoit que les commissionnés ont subventionné, participé à la campagne d'Emmanuel Macron. De 2017. Donc on voit derrière tout ça peut-être quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la corruption. Voilà. Le mot est lâché. Revenons à l'actualité chaude avec vous, Philippe Béchade, et le discours de François Bayrou du 25 août où il a annoncé qu'il engagerait donc la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée. Ça sera le 8 septembre. D'abord, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours et aussi comment les marchés ont-ils réagi à ces annonces ? Alors... moi, je l'ai écrit rapidement sur Twitter. C'est le pire discours sur le fond et sur la forme jamais prononcé par un Premier ministre sous la Ve République.
Voilà. Alors même s'il y avait des espèces d'accents dramatiques, etc., il y avait l'énergie d'une méduse échouée et des arguments qu'un élève de SCM2 aurait pu débunker en quelques minutes. Parce que quand M. Bayrou évoque avec un air grave l'endettement de la France... Le surendettement de la France, 2000 milliards en 20 ans. Voilà. Aussitôt après, alors il explique que c'est absolument pas de la faute du gouvernement, ce qu'on a déjà évoqué, et que la solution, c'est de faire travailler davantage les Français. Et la fin de son intervention, c'est « Nous devons avouer que nous avons tous sacrifié au confort des boomers ». Je crois qu'on a d'abord tout sacrifié au lobby des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Pendant le Covid, on a tout sacrifié au lobby de la Big Pharma. Depuis que M. Macron est au pouvoir, on a tout sacrifié aux agences, aux cabinets conseils américains. Je crois qu'on est au-delà des dizaines de milliards versés pour des rapports que personne ne lit, mais payés à 2000 € la page. Ça, c'est incroyable. On a distribué l'argent des Français. Et puis, bien sûr, on a tout sacrifié également au recasement des obligés de la Macronie, qui, lorsqu'ils perdent leur mandat ou lorsqu'ils cessent d'être ministres, se retrouvent présidents d'une agence bidon dont on n'ira jamais les rapports si jamais elle en produit, mais avec toujours des rémunérations avec 5 zéros et frais payés, voyages payés, etc., voyages d'études naturellement. Le gaspillage d'argent est énorme, sans oublier que la France, chaque année, verse entre 9 et 11 milliards de plus qu'elle ne reçoit à l'Europe. Et puis, depuis 2022, l'argent du contribuable français part sans aucun contrôle, aucun suivi d'aucune sorte. En Ukraine. En Ukraine. Et là, on entend parler de 25, 30, peut-être plus, d'argent détourné. Alors vous imaginez, comme on parle là déjà de plus de 50 milliards de l'argent des contribuables français donné à l'Ukraine, imaginez si on est sur ces ordres de grandeur d'un tiers. C'est tout l'argent qui, soi-disant, manque aujourd'hui pour équilibrer les retraites. Et là, il n'y a aucune enquête. Par contre, on nous annonce qu'on va renforcer les contrôles sur les chômeurs, sur les profiteurs du système, alors que je crois que la fraude, au maximum, ça doit représenter 6% des chômeurs qui jouent un petit peu sur les périodes travaillées, les périodes chômées. Et je crois même que c'est pas 6%, parce qu'en fait, sur ceux qui sont entre deux jobs, il y en a la moitié qui ne sont pas indemnisés, donc ça coûte zéro. Ça coûte zéro. Donc, on continue d'aller investiguer sur le chômeur, sur celui qui reçoit des prestations, congés longue maladie. On voudrait d'ailleurs les raccourcir, les longues maladies. C'est très bien. J'espère que les longues maladies nous entendent et entendent le gouvernement et vont décider d'être un petit peu plus courtes. Et on a aucun suivi, aucune enquête sur des dizaines de milliards qui sont versés dans le sable de la guerre ukrainienne. Bon, on sait qu'une guerre, c'est destiné à générer des rétrocommissions. Mais là, je dois dire qu'on est certainement sur des ordres de grandeur peut-être qu'on n'a jamais connu. En tout cas, bon. Il y a eu le Covid il n'y a pas très longtemps avec l'affaire van der Leyen et les vaccins de Pfizer. Oui, alors ça c'est pareil. Qu'est-ce que ça a coûté aux contribuables français ? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a jeté pratiquement 40% des doses à la poubelle. Elles ont été payées. Ce sont des dizaines de milliards. Donc la France, grosso modo, c'est environ 20% du budget général de l'Europe. Donc si on a dépensé 60 milliards en doses, on peut considérer qu'il y a environ 25 milliards qui ont été gaspillés et la quote-part de la France, c'est un cinquième. Et donc, ces 4-5 milliards partis également en fumée, sans qu'il y ait d'enquête, sans que personne ne s'émeuve ou ne demande des comptes à ceux qui ont passé ces commandes. Et en plus de ça, on se rappelle que
La deuxième commande, on l'a payée plus cher que la première. Alors que généralement, quand on vient de faire un gros achat, pour le deuxième, on vous fait quand même une petite fleur. On vous consent des tarifs un peu plus sympathiques. Donc, François Bayrou va engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre. Il semblerait que les parlementaires ne votent pas la question de confiance. On peut penser aujourd'hui que François Bayrou devra déposer la démission de son gouvernement au président de la République. Quelles vont en être les conséquences économiques, financières immédiates ? Déjà, il n'y aura plus de débat budgétaire, puisqu'il n'y aura plus de gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre le cadre dans lequel on se situe d'ailleurs depuis le gouvernement Barnier. Mais ce qui est vertigineux, c'est qu'en fait, on va arriver à cette situation parce que on est parti du mensonge des budgets 2023 et 2024 qui ont, je le répète, été imposé à coup de 49.3 et dont on découvre à la sortie qu'il manque 50, 100 milliards à la sortie. Ce sont des budgets qui sont mensongers. Ceux de Bruno Le Maire, ceux d'Elisabeth Borne quand elle a été Premier ministre. Absolument. Ce sont des budgets totalement frelatés. Ça ne les empêche pas de dormir, ces gens-là, d'avoir menti à toute la nation française. Vous connaissez l'expression, ils sont nés probablement avant la honte. Où ils se pensent tellement au-dessus et tellement à l'abri de toute poursuite et de toute possibilité de rendre compte de leurs mensonges. Ils le sont, semble-t-il. Mais ils le sont. Et puis on voit que ça se distribue des légions d'honneur, ça se distribue des postes prestigieux, etc., pour service rendu. Et alors que ça devrait, je pense dans certains pays, ça pourrait valoir de la prison. Enfin, j'imagine des pays scandinaves, tout ce qui a été fait en France, ça serait la prison. Oui, en Islande, au moment de ce prime, il y avait certains banquiers qui s'étaient retrouvés accrochés à des poteaux. Dans il y a d'autres pays qui ne sont pas considérés comme des néocraties, où des ministres se retrouvent en prison, l'Inde, la Thaïlande, je pourrais en citer plein. Voilà. En France, c'est la démocratie, ça. Voilà, quand on a contourné toutes les règles, quand on a bafoué toutes les règles, on reçoit des distinctions, voire des promotions. C'est très français. Et en termes de fiscalité, quel va être à l'avenir, vous évoquez dans l'une de vos récentes vidéos, le matraquage qui va continuer? Est-ce que le gouvernement peut continuer à augmenter les impôts, ou alors est-ce que ça sera sur les taxes, moins d'indemnités chômage, moins de prestations sociales? Alors, il y a de ça. Et puis bien sûr, il y a le volet complètement hypocrite, où l'État va laisser les collectivités locales, les municipalités augmenter les impôts locaux, les taxes foncières. Alors que l'État dira, c'est pas moi. Non, sauf que la promesse, lors de la suppression de la taxe d'habitation, qui était qu'on va compenser à l'euro près, cette promesse, évidemment, n'a jamais été tenue. Et personne n'en dit rien. Voilà, c'était quand même une promesse forte, parce que les équilibres pour toutes les communes, c'était quand même quelque chose qui représente des centaines de milliards à l'échelle des 36 000 communes françaises. Bon, en réalité, les dotations sont réduites, et donc il faut que la commune, le département, trouvent ses ressources. Les départements doivent trouver des ressources pour la dépendance, les hospitalisations, etc. Les communes doivent trouver les moyens d'entretenir les routes, de venir en aide aux plus fragiles. Et donc tout ça aboutit à des hausses des taxes foncières, qui va toucher aussi les entreprises. Voilà, des PME se retrouvent avec d'un seul coup un bond de 20-30% de la taxe foncière. Et c'est pas l'État.
Voilà. Et puis, alors, après ça, on a des tas de projets, évidemment. Taxer les chambres inoccupées, taxer les logements qui sont vacants. Enfin bref, les attaques contre la propriété privée, on voit qu'il y a là une imagination. Et il n'y a plus aucune limite, c'est-à-dire que la propriété française en France, c'est plus quelque chose qui fait partie des fondements de notre société, c'est quelque chose qu'on peut attaquer. Le propriétaire, c'est un nanti, c'est un privilégié, et si les 3 ou 4 enfants ont quitté le foyer, pourquoi est-ce qu'on conserverait 3 ou 4 chambres ? C'est beaucoup trop grand, taxons-les, il y a des Français mal logés, et les coupables sont toujours ceux qui possèdent. Peu importe que pour posséder, ils aient déjà été imposés à 56 ou 60%. Une fois que vous êtes un possédant, il y a un logiciel quasiment communiste qui va très très bien à Emmanuel Macron, dont la détestation pour l'immobilier, elle est connue depuis même le moment où il conseillait François Hollande à l'Élysée. Donc, on sait que là, ceux qui ont de l'immobilier, qui ne peut pas être délocalisé, eux, ils n'ont pas fini d'en prendre plein la figure. Et après, qu'est-ce qui peut arriver si d'un seul coup, la France a des difficultés pour se refinancer, les créanciers, se montrant un petit peu prudent, à ce moment-là, l'État pourrait se tourner vers l'assurance vie, par exemple. Alors, on en a entendu assez peu parler dans les médias, mais le 10 septembre, le président de la République tiendra un conseil de défense sur la guerre informationnelle avec la Russie, évidemment, en ligne de mire. Ce conseil de défense interviendra le jour même de la grande mobilisation baptisée Bloquons tout. Qu'est-ce qui peut sortir de ce conseil de défense ? Nous n'en saurons rien, en tout cas, on ne connaîtra rien des délibérations, puisque le but du Conseil de défense est que, justement, ça soit secret défense. Mais depuis quand et à quel moment de la Ve République a-t-on considéré que vouloir essayer de restaurer une information plus fiable, ça pouvait relever de délibérations secrètes ? Et alors, bien sûr, incriminer la Russie, c'est très très bien, lorsqu'on constate que le gouvernement français, à tous les niveaux, reprend brut de décroffrage pratiquement tous les éléments de langage de l'OTAN, de la CIA. Et on se souvient que l'USAID, qui est la branche propagande de la CIA, ses moyens de soutien, entre guillemets, aux médias européens se chiffraient en dizaines de milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en fait, l'influence américaine est absolument énorme, avec des moyens financiers énormes que Trump vient de couper, estimant que ce n'était pas aux contribuables américains de financer ce que doivent lire les citoyens européens, freedom of speech. Mais pendant des années, ça a été ça, c'est-à-dire que l'influence russe, ça doit être 2, et l'influence américaine, elle est tellement gigantesque et hégémonique que plus personne ne la voit. On est dedans, et on ne la voit plus. Et on nous dit que attention à la Russie, alors qu'en fait, on est totalement vassalisé au niveau de l'information par les États-Unis. Est-ce que cette guerre informationnelle pourrait déboucher depuis le sommet de l'État sur une forme de censure à l'égard de médias qui vont à l'encontre de la doxa, de la pensée unique ? Mais oui, c'est quelque chose d'extrêmement classique. Ça s'est vu en Union soviétique, ça s'est vu sous Mao. Tous les éléments se mettent en place. C'est-à-dire, on ment, on n'arrête pas de mentir, et on dit « Oh là là, celui qui dénonce nos mensonges, c'est un complotiste. Celui-là, il faut le faire taire, parce qu'il menace la sécurité de l'État, les gens vont plus savoir où ils en sont, il faut museler tout discours contraire. » C'est quelque chose qui est absolument classique et consubstantiel à tout régime autoritaire, très autoritaire, ultra-autoritaire. Nous sommes déjà dans quelque chose de semi-autoritaire, mais c'est surtout le mensonge permanent
la riposte consiste à dire « Ah bah attendez, il y a les Tasmaniens, il y a je sais pas quoi, les Uruguayens qui font de l'influence chez nous. » Alors, est-ce que la crise politique qui se profile, ajoutée à la crise économique dans laquelle les Français baignent depuis des années, pourrait inciter le président de la République, on a déjà évoqué cette hypothèse, à proclamer l'article 16 de la Constitution, à savoir s'octroyer les pleins pouvoirs pendant 30 jours? Alors, ça, c'est de la prospective. C'est de la prospective. On connaît déjà d'avance les arguments. Hein. C'est déjà, le Conseil de défense, c'est attention, les Russes sont en train d'essayer de retourner le cerveau des Français. Attention, Poutine nous menace. Et puis faut que nos hôpitaux se tiennent prêts à accueillir des milliers de blessés. Ils vont aller quoi? Ils étaient blessés sur quoi? Sur le front russe? C'est pas la Tasmanie qui nous attaque, donc ça veut dire quoi? Vous voyez, on entretient un climat de peur. Narratif, quoi. Un narratif. Alors si vous prenez la France ingouvernable, aucun Premier ministre ne réunira une majorité, nos créanciers ont peur, les Russes tentent de... Un grand mouvement social le 10 septembre intitulé « Appel à l'arrêt total et illimité de l'activité économique ». Un pays bloqué. C'est ce que je disais au début. Je disais, depuis 1995, on n'avait pas connu un pays bloqué où les gens doivent se rendre au travail à pied, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc c'est quelque chose qui serait même une première en Europe. Voilà. Et vous envoyez là-dessus les mêmes Black Blocs qui ont servi à faire de belles images aux 20h avec les Gilets jaunes. Certains Black Blocs, d'ailleurs, tombant leur tenue camouflage pour endosser d'autres uniformes plus officiels. Vous faites ça, vous pouvez organiser une chienlit et ensuite dire, écoutez, là, on peut pas... On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Et c'est pour éviter le pire. Le principal contre-pouvoir, ou en tout cas le principal superviseur d'un article 16, c'est le Conseil constitutionnel. Et qui est à la tête du Conseil constitutionnel? Richard Ferrand. Voilà. Macroniste de la première heure. Plus d'autres personnes qui ont tous le profil pro-macroniste et qui tordront notre Constitution dans tous les sens pour rendre possible l'impossible et l'intolérable. Comme ça avait été déjà le cas pendant le Covid-19 avec Laurent Fabius. C'était totalement illégal, inconstitutionnel. Oui, mais pour une période de 2 mois, on pouvait se le permettre. Donc là, on sait qu'avec le Conseil constitutionnel, il n'y aura aucun contre-pouvoir. Il n'y aura aucun contre-pouvoir de la part des médias, ou d'un seul coup, je ne sais pas, peut-être que les oligarques qui détiennent nos médias diront là, non, ça devient très très contre-productif, on ne va peut-être pas soutenir l'article 16, c'est-à-dire donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Mais alors pour lui, par contre, ça serait merveilleux parce que tout ce qu'il a commencé depuis 2014, il pourrait le terminer probablement avant 2027. La France serait tellement à genoux, exsangue et privée de toute forme de souveraineté qu'effectivement, l'eurofédéralisme, ça passerait. Il suffirait après ça d'une petite campagne de presse bien orchestrée en disant, vous voyez, regardez, heureusement que l'Europe était là, heureusement que la BCE était là, heureusement que Bruxelles était là. Ils nous ont sauvés. Si on n'avait pas eu l'Europe, la France se serait retrouvée comme la Grèce ou l'Argentine. Alors j'aimerais qu'on évoque avec vous maintenant, Philippe Béchat, ce qui s'est passé le 21 août 2025 et le 27 juillet dernier. L'Union européenne et les États-Unis ont publié une déclaration conjointe précisant le contenu de l'accord commercial qui avait été conclu ce 27 juillet. Cet accord réglemente donc les droits de douane sur les produits européens exportés aux États-Unis, dont la plupart vont être taxés, sont déjà taxés à hauteur de 15% contre 10% auparavant. Le secteur pharmaceutique et l'aviation seront exemptés, mais pas les vins et les spiritueux, comme ça avait été entendu, mais ils n'ont même pas réussi à négocier pour les vins et les spiritueux. Pourquoi le président Trump a-t-il voulu cet accord, imposer cet accord à l'Union européenne à ce moment précis? Parce qu'il pouvait le faire. Trump est un opportuniste alors là, de première catégorie. Il a une Europe qui a à sa tête des gens qui sont totalement vassalisés, il faut dire les choses. Ursula von der Leyen est totalement vassalisée
et inféodé aux États-Unis. C'est le cas de Friedrich Merz en Allemagne, c'est le cas d'Emmanuel Macron. Donc les trois... Les Anglais sont aussi vassalisés. Ils Totalement. ont eu des droits de douane inférieurs de 10%, Oui. 15% pour l'Union européenne. Oui, mais ça c'est normal parce que... Bon, c'est le copain, quoi. Le Royaume-Uni, ça c'est le caniche. Oui, voilà. Donc, il a fait ça, Trump, il a été jusqu'où il pouvait aller, parce qu'on le laisse faire. Mais au-delà des droits de douane, il ne faut pas oublier ces engagements de 650 milliards d'euros que nous n'avons pas, qu'on va investir, soi-disant, aux États-Unis. Alors, dans le meilleur des cas, ça voudrait dire que des entreprises européennes peuvent investir, piocher dans ces 650 milliards pour s'implanter aux États-Unis. Mais en fait, la réalité est tout autre. Et c'est Trump qui l'a dit de façon tout à fait explicite. C'est en fait de l'argent dont je vais pouvoir faire ce que je veux. Et il avait dit exactement la même chose avec le Japon. Les 600 milliards versés par le Japon, c'est juste un droit que je leur fais payer pour continuer de commercer avec nous. Et là aussi, il avait dit, ces 600 milliards, je peux en faire ce que je veux. Bon, la réalité, c'est que ces 1350 milliards que le Japon et l'Europe s'engagent à investir aux États-Unis, c'est de l'argent qui peut servir surtout à acheter des bons du Trésor, c'est-à-dire à financer le déficit américain. Trump l'a dit, je peux en faire ce que je veux. On ne l'entend pas, ça. Voilà. Alors, je veux dire, on peut être optimiste et se dire que non, ça va servir effectivement pour s'implanter, pour implanter de l'industrie outre-Atlantique, etc. Mais la finalité, c'était ça. C'est que Trump nous a mis à l'amende. Et on s'est totalement laissé faire. Mais pourquoi ? Regardez le profil de ceux qui ont dit oui. Alors, à côté de ces 600 milliards que les entreprises européennes vont devoir investir aux États-Unis d'ici 2028, il y a également 750 milliards de produits énergétiques américains que l'UE s'engage à acheter aux États-Unis, pétrole et gaz. On a entendu Dominique de Villepin nous dire et la souveraineté énergétique européenne, qu'est-ce qu'il en sera ? Mais qu'est-ce qu'il en reste en fait de la souveraineté énergétique européenne ? Il en reste déjà plus grand-chose depuis le sabotage de Nord Stream. Hein. Alors il paraît qu'un Ukrainien a été arrêté, il serait impliqué dans le sabotage. Bon, c'est pas lui qui est descendu avec ses palmes et qui a mis des centaines de kilos d'explosifs. Enfin bon, on voit quand même qui est impliqué. Je veux dire, Biden avait lui-même annoncé qu'il mettrait fin à Nord Stream 2. Alors, je rappelle que c'est un acte de guerre. Hein. Imaginez, je ne sais pas quelle puissance... Auquel les Allemands n'ont rien dit. Voilà. Imaginez la Tasmanie, j'en reviens toujours à ce pays maléfique, imaginez la Tasmanie sabotant un pipeline ou un gazoduc entre le Canada et les États-Unis. Je pense que la Tasmanie serait rayée de la carte à l'instant où on se parle. Donc, l'Ukraine, c'est un trou noir pour les finances et les impôts des Européens, mais l'Ukraine est probablement aussi à la base de notre perte de souveraineté énergétique, parce que c'est également au nom de l'Ukraine qu'on décide qu'on n'achète plus de pétrole directement à la Russie, qu'on l'achète indirectement au travers de l'Inde et d'autres pays. Et alors, cerise sur le gâteau, donc 600 milliards d'investissements européens aux États-Unis, je le répète, 750 milliards d'engagements de produits énergétiques vis-à-vis des États-Unis, et puis les 100 milliards de matériel américain que l'UE s'engage à acheter aux États-Unis pour envoyer des armes en Ukraine, et avec, cerise sur le gâteau, plus 10% de commissions prélevées par Washington. Ces 10%, ça sert à quoi ? Pourquoi on va payer 10% en plus sur les 100 milliards pour donner à l'Ukraine ? Justement, j'en reviens à mon argument. Parce que Trump a pu le faire. Ouais. C'est qu'en face, c'est toujours oui. Le Nord Stream saboté, on ne veut pas savoir qui c'est. On dit oui à tout, mais pourquoi ? Il faut se questionner. Qui aujourd'hui pourrait dire non et ne le fait pas ? On connaît tous le nom. Et si vous aviez en face de Trump, Merz, Macron, Meloni... Starmer et Van der Leyen. Voilà. Parce qu'ils sont censés tous, à l'exception de Mme Meloni, le détester. Il est censé être le mal absolu pour tous ces grands démocrates européens. Ouais. Alors, à l'exception de Mme Meloni, ils sont tous sortis de la même écurie, c'est-à-dire Young Leader et World Economic Forum. Ouais.
Donc, coïncidence n'est pas forcément causalité. Mais enfin, force est de reconnaître que tous les dirigeants passés par, on va dire, le formatage Young Leader sont tous absolument à genoux devant les États-Unis et acceptent tout et reprennent tous les éléments de langage venus des États-Unis, même s'ils sont totalement fallacieux. Mais ces 100 milliards donc, d'engagement d'achat de matériel militaire américain pour l'Union européenne, on avait quand même entendu en mars dernier Ursula von der Leyen nous parler de son fameux projet Réarme Europe. Avec 800 milliards à la clé, l'Europe n'allait pas capable avec ce projet de fournir ce que l'Ukraine aurait besoin en matière de bombes ? Non. Ça sert à quoi ce 800 milliards et Arme Europe, ça servait à quoi alors ? Ça servait à faire fonctionner, et Ursula von der Leyen, faut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'elle travaille quand même, alors bien sûr pour les États-Unis, mais également pour l'Allemagne. Elle a ressuscité la filière éolienne, alors que Siemens Energy était au bord de la faillite. Elle a contraint des pays qui avaient absolument besoin d'aucune éolienne d'en acheter des milliers. L'industrie de l'armement allemande, c'est elle qui va être la grande bénéficiaire. On voit bien d'ailleurs la trajectoire de Rheinmetall, qui est absolument stratosphérique. C'est l'industrie allemande qui va bénéficier de ce réarmement. Et en plus de ça, d'un plan, on va dire, de reconfiguration de son économie vers l'effort de guerre. Ce qu'en France, on ne saurait plus faire puisqu'on n'a plus d'industrie. Voilà. Donc l'Allemagne a encore un peu d'industrie. Donc Ursula von der Leyen fait le nécessaire quand même pour son pays. Mais une des raisons pour lesquelles on va continuer d'acheter de l'armement américain, c'est parce que, par exemple, sous les ailes des F-35 ou avant des F-16 et autres F-18, les armes adaptables, elles sont américaines. Donc vous ne pouvez pas accrocher ce que vous mettez sous les ailes d'un Rafale ou d'un Gripen. Suédois, oui. Voilà. Donc là, les États-Unis, ils ont forcément là un marché de renouvellement captif. C'est comme le vendeur d'une photocopieuse. Vous l'achetez 50 € et ensuite vous mettez 40 cartouches qui vous en coûtent 30 pendant des années. Donc c'est un petit peu ça le raisonnement américain. On vous vend quelques vecteurs comme les chasseurs ou certains chars, et ensuite vous êtes obligé de mettre les munitions dedans qui sont adaptées. C'est comme avec Apple, quoi. Voilà, aussi. Le chargeur doit s'acheter chez Apple. Alors, cette Ursula von der Leyen, elle a quand même salué cet accord conclu, pas négocié, mais conclu avec Donald Trump, estimant qu'il apportera de la stabilité et de la prévisibilité dans les relations commerciales avec les États-Unis. Alors, ça va être stable. C'est merveilleux. On s'est fait mettre à l'amende. Trump, du jour au lendemain, changeait complètement d'avis, dire voilà, non, vous m'avez mal parlé. Donc là, hop, ça a passé de 15 à 30, comme pour les Indiens, c'est passé de 25 à 50. D'un seul coup, si Trump se dit mais vous n'avez pas fait quoi, vous voulez plus acheter de F-35 les Suisses, par exemple, réfléchissent. Il peut dire du jour au lendemain si vous voulez plus acheter de F-35, les droits de douane, on les double. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire en face, nous ? Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Trump, il peut changer. Qu'est-ce que vaut la parole de Trump ? Regardez ce qui s'est passé avec le PDG d'Intel. Un jour, il dit « ce gars doit être en prison ». Le lendemain, il est convoqué à Washington. Et alors là, par contre, on se tape sur l'épaule, on se serre la main. Et le résultat, c'est que Trump dit qu'il faut absolument que les États-Unis investissent 10% dans cette excellente, dans ce fleuron technologique et géré par ce génie que j'ai à mes côtés et à qui je serre la main. Alors qu'une semaine avant, il disait qu'il faut qu'il aille en tôle. Enfin, voilà, c'est ça Trump. Donc, on est complètement à la merci. Les 15% de droits de douane, je dis qu'un jour, ça peut changer. Ou ça peut changer pour tel ou tel produit. Alors face à cette taxflation, à ce projet d'évaporation de l'épargne des Français, comment vous, Philippe Béchade, en tant qu'analyste financier, vous conseilleriez à nos téléspectateurs de préserver leur épargne et d'éviter d'être engloutis dans la faillite de la France ? Alors la faillite de la France, donc comme j'ai déjà dit, 3300, 3400, 3500 milliards, le créancier s'en fiche. Si c'est un pays qui tourne bien,
et où les recettes fiscales rentrent sans difficulté. C'est pas là le problème. Le problème, c'est le manque de visibilité, l'instabilité. Et dans le projet Bloquons tout du 10 septembre, il y a quelque chose qui fait très très peur aux banquiers, c'est alors tout le monde retire de l'argent, et peut-être que certains se disant la France, on ne sait pas où on s'en va à partir du 8 septembre, on ne sait pas où on s'en va. Moi, j'aurais peut-être l'idée de mettre un peu d'argent à l'étranger, hors zone euro. Hein. Et là, d'un seul coup, les banques voient leurs réserves, hein, c'est notre épargne, l'argent qu'on leur prête en réalité. Si d'un seul coup, il y a des gros mouvements de capitaux et que les Français décident de retirer un peu leur argent de la banque, là, c'est quelque chose qui peut effectivement très très mal tourner. Et là, dans le cadre d'un article 16, alors pareil, je reste dans l'hypothèse où les choses vraiment ont mal tourné, où on s'est arrangé pour qu'elles tournent mal. Parce que je pense que c'est surtout ça qu'on peut redouter, c'est que ça soit orchestré. Et bien, du jour au lendemain, on pourra dire, voilà, les retraits aux cartes bleues, au DAB, c'est limité, hein, comme ça a été le cas à Chypre. Et les transferts à l'étranger, c'est pareil, on les bloque, comme ça a été le cas à Chypre. Et si jamais les créanciers ne sont plus vraiment là aux émissions du lundi de France Trésor, on va dire, alors l'assurance vie, hein, il y a quand même beaucoup d'argent. Cet argent, pourquoi ne le reviviferions-nous pas en disant, ça va être un grand emprunt qui va servir à relancer l'économie, à financer la modernisation de notre outil militaire, renforcement de notre défense, emprunt obligatoire, basé sur ce dont vous disposez éventuellement dans l'assurance vie. C'est un scénario. Ouais. Je ne dis pas que c'est ça qui va se produire, parce que c'est quand même très, très délicat et ça pourrait susciter une révolution. Quasiment une révolution, mais bon, quand on voit que les Français se sont laissés borgner en 2018-2019, on peut se demander s'ils sont vraiment prêts à aller se battre pour qu'on laisse leur épargne tranquille. Je ne sais pas, c'est une question que je pose, et je n'ai vraiment pas la réponse. Voilà. Mais en tout cas, parmi les risques, c'est qu'effectivement, des tas de taxes augmentent à la sournoise, et que, éventuellement, cette fameuse épargne massive soit mise à contribution. Ça a déjà été évoqué par Bruno Le Maire juste avant qu'il démissionne. Il disait, il faut remobiliser l'épargne. Soi-disant, les Français l'ont mal investi. C'est toujours la faute des Français. Hein. S'ils avaient mieux investi l'épargne, la France serait un pays avec une croissance sensationnelle. Donc, ça a déjà été évoqué. Et ça a même été évoqué par Christine Lagarde, qui avait dit si on devait d'un seul coup mobiliser 20% de l'épargne des Européens, on éteindrait la dette, ou en tout cas tout problème de dette. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui fait partie des schémas. Et tous ces schémas, vous les retrouvez naturellement dans les discours de tous les membres du WEF. Ils sont tous sur la même longueur d'onde. Rapidement, pour conclure, Philippe Béchade, est-ce que ce patient français aussi malade, avec aucune perspective d'avenir correcte, pourrait entraîner une espèce de crise au sein de la zone euro ? Si la France devait être à l'arrêt ou dans une situation chaotique, évidemment que ça poserait un problème à l'ensemble de l'Europe. Je pense que là, ça impacterait nécessairement l'euro. Voilà. Bon, je trouve que l'euro a un peu fortement progressé face au dollar. Alors, je tiens à rappeler, justement, je vous la parenthèse, que si on vous colle 15% de taxes, et que là-dessus, en plus de ça, la devise, l'euro, prend 10% par rapport au dollar, ça veut dire qu'en réalité, vous avez perdu 25% de compétitivité face aux États-Unis. C'est juste énorme. Et ça s'est joué en moins de 6 mois. Hein, on en revient au 2 avril, on est au mois d'août, ça fait même pas 10 mois. Et déjà, l'Europe a perdu une grande partie de sa compétitivité. C'est quand même énorme. Alors, en ce qui concerne l'état de la France, il y a un moment où il faut dire le vrai, comme prétendait le faire François Bayrou. Là, on est devant un pays qui est géré par un joueur invétéré qui va boire un coup et qui perd sa chemise tous les soirs au casino,
Et le lendemain, il dit « Ah bah, il faut que mon épouse la fasse des économies, pas changer les tenues des enfants, le cartable pour la rentrée. Il va falloir serrer les boulons, là, dépense trop, là, la maîtresse de maison, là, avec les enfants. » Et vous continuez d'aller jouer tous les soirs au casino. Vous continuez de distribuer des commissions aux lobbies éoliens, photovoltaïques, aux agences, aux cabinets conseils américains, etc. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Et les médias, là-dessus, il n'y en a pas un pour vous dire peut-être qu'il y a moyen de ne pas pénaliser les Français et d'arrêter de gaspiller l'argent ou de le filer aux copains. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous entendez M. Bayrou et vous n'avez pas un journaliste derrière pour vous dire « Mais attendez, mais combien on a gaspillé de dizaines, voire de centaines de milliards ?» qui n'ont jamais servi d'ailleurs à assurer le confort des Français, parce qu'on nous parle de ça, du confort des Français. Notamment les chèques énergétiques, quand d'un seul coup le prix de l'énergie s'est mis à flamber. Il n'aurait jamais dû flamber. Le coût du kilowatt sorti d'une centrale nucléaire, il n'a pas bougé. On a artificiellement fait exploser le prix de l'électricité et on vous dit après « Ah ben il a doublé, on va vous faire une ristourne de 20%, dites-nous merci. » Et en plus de ça, après ça, on vous l'a fait payer, la ristourne de 20%. Enfin, c'est une escroquerie sans nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas un journaliste qui le dénonce. Voilà, donc il y a aussi un problème au niveau des médias. Donc je comprends qu'effectivement, Emmanuel Macron fasse un conseil de défense parce qu'on est vraiment très très mal informé. Alors, en attendant un éventuel réveil des Français le 10 septembre, j'invite nos téléspectateurs à lire les publications de Philippe Béchade, la chronique Agora et la lettre des affranchis. Merci. Et puis un dossier également. Et un dossier, exactement. Comment se Appel à protéger. La faillite de la France, comment faire face à la taxflation que l'on peut retrouver sur vos publications, cher Philippe Béchade. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.